Donc, comme on a dit, on va faire la session avec Alice. Ça sera dans trois phases, si je peux dire. La première phase, c'est l'introduction de Valérie. La deuxième phase sera une présentation de Valérie, c'est que CMN et les plans qu'ils ont et tout. Et c'est qu'on est en train de lancer très bientôt. Je ne sais pas si Valérie va en dire quelque chose par rapport à ça, sur les startups avec le partenariat avec Africa 2020. Et après, on aura une discussion ouverte avec Valérie. Donc, demander plus de questions, des informations et consorts. Donc, voilà. On peut commencer. Valérie, tu es prête? Oui, tout à fait. Je suis prête. J'aurais juste besoin de ton autorisation pour le partage d'écran. C'est déjà fait. D'accord, très bien. Bonjour à Donc, toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Merci beaucoup, Raoul, pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui depuis Paris. En ce qui me concerne. Voilà, donc je suis la directrice générale adjointe du Centre des Monuments Nationaux, qui est un lieu culturel, une organisation culturelle française qui fait partie du périmètre des établissements gérés par le ministère de la Culture en France. Le Centre des Monuments Nationaux a une longue histoire. C'est une institution qui a été créée en 1914, qui évidemment en un siècle a beaucoup évolué dans sa configuration et dans ses missions. Et je vais vous parler en particulier, comme convenu avec Raoul, de la politique numérique et d'innovation de l'établissement. Puis ensuite, je vais vous parler plus particulièrement de deux projets. L'un qui effectivement relève de ce partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec Africa in Colors et AfriCup dans le cadre de la saison Africa 2020 qui va démarrer là à la fin de l'année en France et qui a pour mission de faire découvrir l'ensemble de la création, de la vitalité du continent pendant donc jusqu'en juillet de l'année prochaine, une saison qui est sous le commissariat de Ngoné Fall. Et puis après, je vous parlerai d'un autre projet qui est piloté par le Centre des Monuments Nationaux, qui a une dimension francophone, qui est un projet qui consiste à créer un nouveau lieu en France qui ouvrira en mars 2022 dans un château qui va être restauré pour devenir un espace d'accueil, de rencontre, à la fois pour tous les publics et pour les professionnels du monde entier qui s'intéressent à la question des langues et en particulier de la langue française. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne bien. Voilà, donc j'ai prévu quelques slides. Est-ce que vous les voyez? Oui, on le voit. Oui, on le voit. Parfait. Juste que tu dois agrandir et faire en plein écran pour que ça soit lisible. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est bon pour vous? Très bien. Alors, j'ai un quart d'heure, 20 minutes maximum. Donc, je déroule et puis après, je répondrai évidemment à vos questions. Alors, première chose, donc le Centre des Monuments Nationaux, je disais, c'est une vieille institution qui n'a cessé de se transformer depuis plus de 100 ans. C'est aujourd'hui l'un des premiers opérateurs touristiques et culturels français qui accueille chaque année 10 millions de visiteurs dans 100 monuments qui sont répartis partout en France, qui sont donc des lieux assez emblématiques de l'histoire architecturale française. Ce sont des lieux extrêmement variés. Vous voyez à gauche de l'image là des photos de certains de ces monuments. Alors parmi les plus célèbres, on compte le Mont Saint-Michel, que vous voyez ici à l'image. À Paris, l'Arc de Triomphe. En région encore des abbayes, des châteaux comme le château d'Azel-Rideau, l'abbaye de Cluny. Enfin voilà, ce sont des sites en fait qui, quasiment pour la totalité d'entre eux, appartiennent à l'État français qui a décidé de créer cette structure qui est le Centre des Monuments Nationaux pour qu'il ait la charge à la fois de faire connaître ce patrimoine, de l'entretenir, de le restaurer, de le conserver. Donc il y a toute une dimension de restauration patrimoniale qui est au cœur de l'activité du Centre
des monuments nationaux. Mais au-delà, ces monuments, s'ils sont restaurés et que l'État français met de l'argent pour les restaurer, c'est pour qu'ils soient visités par le plus grand nombre. Et donc, au-delà de cette mission de restauration patrimoniale, le CMN se doit d'ouvrir ces monuments à la visite et de les animer par tous les moyens, par une programmation culturelle assez intense d'événements, d'expositions, de concerts, près de 500 événements organisés chaque année dans les monuments du CMN, et aussi en utilisant le levier que constitue l'innovation et le numérique. Donc, vous le voyez là, effectivement, une mission de restauration et conservation, une mission de gestion et d'ouverture à la visite de sites qui sont tous différents les uns les autres. Vous l'avez vu, certains sont des monuments fermés, d'autres sont des monuments ouverts sur l'extérieur. Le Centre des monuments nationaux gère aussi des domaines, des parcs, des jardins. Donc, il y a toute une dimension de responsabilité sociétale, une dimension de protection de la biodiversité dans les jardins et parcs gérés par le Centre des monuments nationaux, qui sont aussi au cœur de nos missions, et puis toute cette dimension très large d'animation, politique d'animation culturelle, qui est toujours pensée en étroit partenariat avec les territoires dans lesquels sont ancrés ces monuments, donc tous les territoires de France, qui sont là aussi très variés. J'ai cité des monuments qui sont à Paris, il y en a d'autres, et pour la plupart d'ailleurs, qui sont dans de tout petits territoires, parfois des territoires ruraux, assez enclavés, assez éloignés des grandes villes, et dans lesquels eh bien, notre capacité à faire venir des publics, à faire découvrir ces monuments participe complètement de la vie de ces territoires, et parfois d'ailleurs ces monuments sont les principaux lieux de vie de rencontres sociales dans des monuments dans des sites qui sont très reculés. Alors, je le disais, le numérique et l'innovation sont depuis plus de 10 ans au cœur de la politique de développement et de transformation du Centre des monuments nationaux. Et vous avez là, sur cette diapo, quelques-unes des dates un peu clés de la politique numérique du Centre des monuments nationaux depuis 10 ans, qui a commencé très tôt, ou en même temps que d'autres institutions, souvent avant d'autres institutions culturelles françaises, à tester beaucoup de projets utilisant des technologies variées. Alors, première réalité augmentée, par exemple, à l'abbaye de Cluny, qui était tout à fait pionnier en 2010. Dès 2010 aussi, des premières campagnes de fundraising sur les sites des monuments nationaux. Le développement d'une politique dès 2008 assez active de communication digitale sur les réseaux sociaux, et puis ensuite d'autres expériences d'application de visites virtuelles, de cartels numériques dans les monuments, l'utilisation de robots de visite pour permettre à des publics, par exemple handicapés, qui ne peuvent pas accéder à certaines parties difficilement accessibles des monuments, ou pour pouvoir aussi proposer des visites en ligne à des publics internationaux. On a développé aussi des outils qui permettent de fidéliser les visiteurs. Je pense à des livres d'or numériques dès 2015. On a créé aussi des jeux transmédia sur Internet, notamment le jeu Le Roi et la Salamandre, pour attirer les plus jeunes visiteurs, parce qu'évidemment, il y a derrière tout ça aussi un enjeu de lien avec les plus jeunes générations qui ne se sentent pas forcément très intéressés quand on leur parle de patrimoine et de monuments. Ils peuvent se dire, voilà, tout ça, c'est des choses très anciennes et très poussiéreuses. Et donc, il y a tout un travail, évidemment, au travers de tout ça, qui vise à imaginer toujours de nouvelles expériences de visite. Et en ça, les technologies sont très importantes pour renouveler l'image du patrimoine, pour le dépoussiérer, entre guillemets, et pour montrer aux plus jeunes qu'il y a voilà, un intérêt culturel, scientifique, et aussi un plaisir à rentrer dans ces monuments qui portent aussi une part de l'histoire de France. Donc, voilà, application de visite, visite guidée avec intelligence artificielle, parcours en réalité mixte, parcours en réalité superposée. Voilà, vous voyez qu'on est vraiment ouvert à toute forme de technologie dès lors que cela contribue à atteindre ces objectifs de développement et renouvellement de la fréquentation des monuments.
Tout ça a conduit le CMN à partir de 2018 à créer un incubateur qui s'appelle l'incubateur du patrimoine et qui a pu être développé parce qu'il y avait toute cette expérience des 10 années précédentes qui avait permis au CMN de nouer des relations avec beaucoup d'acteurs et notamment des startups. Et donc, on a décidé de lancer cet incubateur en 2018 pour structurer la politique d'accompagnement vis-à-vis des startups. Et donc, cet incubateur, aujourd'hui, en est à sa 3e promotion. Chaque année, nous accueillons une dizaine de startups qui vont profiter de formations, d'un soutien financier et de la possibilité d'expérimenter, de tester des nouveaux prototypes dans les monuments du CMN. Mais on va y revenir. Alors, voilà, cet incubateur, c'est l'un des 2 premiers projets sur lesquels je voulais passer un petit peu de temps et je pourrais répondre à vos questions. Donc, c'est justement ce qui fait l'objet de ce partenariat qui est vraiment tout à fait au début de la réflexion, en construction, à la fois avec African Colors et avec AfriCup. Donc, qui est aussi un événement qui valorise la tech sur le continent. Donc, cet incubateur du patrimoine, on l'a créé, nous, en tant que, je dirais, lieu culturel, à la fois pour construire le patrimoine de demain, c'est-à-dire collaborer avec des startups, avec donc, des entrepreneurs, des chercheurs, des créateurs qui inventent de nouvelles manières de promouvoir le patrimoine, de le faire connaître, qui créent de nouvelles formes d'expérience de visite, qui créent des outils qui nous intéressent, nous, en tant qu'administrateurs et gestionnaires de monuments, parce qu'il y a gérer un monument, ça recouvre beaucoup de savoir-faire et d'expertise différentes. Et nous avons besoin aussi, dans nos métiers, dans nos savoir-faire, d'innover, de travailler de manière encore plus efficace. Et le numérique, évidemment, y contribue. Pour nous, il est aussi très important d'avoir autour d'un établissement comme le Centre des Monuments Nationaux tout un écosystème d'entreprises avec lesquelles on peut travailler de manière pérenne. Donc, c'est pour ça qu'on a tout intérêt, nous aussi, à faire monter en puissance de jeunes entreprises avec lesquelles demain, nous allons pouvoir travailler, auxquelles nous allons pouvoir passer des marchés, parce que en tant qu'établissement public français, nous avons le devoir, chaque fois que nous allons chercher un prestataire de service, de lancer ce qu'on appelle un marché public et donc de mettre en concurrence des entreprises. Donc, il y a des entreprises avec lesquelles on travaille depuis longtemps, mais on a envie aussi de travailler avec de nouveaux entrants sur le secteur. Et donc, c'est important pour nous aussi de contribuer au développement de jeunes entreprises qui ont des produits intéressants à nous vendre. Il y a aussi tout un enjeu pour nous en interne, au travers de cet incubateur du patrimoine, qui est de familiariser aussi toutes les personnes qui travaillent au sein des monuments aux problématiques liées au numérique. Il y a une grande curiosité, évidemment, autour du sujet. Et donc, il est important que les administrateurs qui dirigent les monuments, les équipes qui travaillent au juridique, qui travaillent aux ressources humaines, qui travaillent au développement de médiation, de nouveaux outils de médiation, eh bien, connaissent les acteurs, connaissent les solutions et aient envie de tester et de s'approprier de nouveaux outils. Pour les startups, ce qu'on a observé, puisqu'on en est à la 3e promotion aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un intérêt pour elles à bénéficier d'un service comme celui proposé par l'incubateur du patrimoine, parce qu'elles ont besoin de se confronter, en fait, de confronter leurs solutions à la réalité du fonctionnement des monuments. Les monuments, c'est des environnements qui ne sont pas forcément simples pour la technologie, parce que parfois, on est dans des coins, je le disais, très reculés, dans lesquels il y a des problèmes de réseau, on n'a pas de connexion Internet, on est dans des parcs, dans des jardins, des lieux ouverts, dans lesquels il est difficile d'installer des dispositifs numériques. Voilà, donc il y a la question même du fait que ces monuments sont en France, comme ils sont d'une exceptionnelle qualité architecturale, eh bien, ils sont protégés par une législation qui est celle des monuments nationaux, qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on arrive dans un monument. On ne va pas pouvoir installer tel ou tel
je ne sais pas, installation technique qui fait qu'il faudrait clouer à tel endroit, ou voilà, il y a plein de précautions en fait qui sont associées à la conservation du monument, et ces contraintes sont parfois difficilement compatibles avec des installations techniques ou technologiques. Donc, un entrepreneur qui rentre dans un monument, bah, il doit avoir conscience de tous ces points avec lesquels il va devoir travailler pour développer ces solutions. Et comme vous l'avez vu précédemment, on a développé plein de solutions. Donc, il y a chaque fois des solutions pour expérimenter. Donc, les startups, ce qu'elles nous disent au bout de 3 ans, parce que là, on a accompagné à peu près une vingtaine de startups, c'est que un incubateur comme celui-ci, ça leur permet justement de se faire de l'expérience, ça leur permet d'échanger avec d'autres startups qui ont pour marché le secteur des industries culturelles et créatives. Elles sont formées aussi, puisqu'on organise des cycles de formation. Par exemple, il y a un point qui est très important, c'est sur la question juridique, puisque comme je le disais, une entreprise qui veut travailler avec un établissement public en France, c'est-à-dire grosso modo tous les musées, tous les monuments, la plupart des grands lieux culturels sont des établissements publics, eh bien ils sont obligés de répondre à des marchés publics, c'est-à-dire rentrer dans des procédures de mise en concurrence qui sont assez spécifiques, qui sont parfois un peu déroutants quand on n'y est pas habitué. Et donc l'une de nos formations best-sellers, c'est vraiment celle-ci, c'est-à-dire elles sont animées par nos juristes qui vont expliquer aux entrepreneurs comment répondre de manière pertinente à ces marchés publics pour avoir une chance d'être sélectionné pour une prestation. Rentrer dans l'incubateur du patrimoine, c'est aussi faire partie d'une communauté d'entrepreneurs qui sont engagés dans l'innovation culturelle et patrimoniale, et donc échanger des bonnes pratiques, échanger des carnets d'adresses, etc. Et puis, c'est aussi bénéficier d'un soutien financier, puisque on propose aux entreprises incubées une bourse pour leur permettre de financer leurs frais d'expérimentation. Alors là, je vais passer très rapidement, parce que j'ai déjà parlé 13 minutes, mais vous avez à l'image là donc, les entrepreneurs, les lauréats de chacune des promotions. Donc, sur la première promotion, vous voyez déjà la diversité des solutions retenues. On avait une société qui développait des objets connectés, un fauteuil connecté en l'occurrence, qui permettait de créer une immersion sonore dans le château de Vincennes. On s'asseyait sur le fauteuil, on caressait la coudoir du fauteuil et ça déclenchait des contenus sonores qui racontaient l'histoire du monument. On a une société qui a développé une visite en réalité virtuelle pour les publics handicapés dans l'abbaye de Montmajour, qui est un site qui est dans le sud de la France. On a travaillé avec une société, Askmona, qui développe des chatbots dans 8 de nos monuments. On a travaillé avec une société qui est plutôt une association d'ailleurs, plus qu'une société, qui crée des contenus sonores pour les malvoyants. Voilà quelques exemples. Sur la deuxième promotion, là vous voyez les 8 lauréats affichés à l'écran. Là il y a peut-être encore une plus grande diversité, parce qu'on a à la fois travaillé avec un acteur qui s'appelle la Réserve des Arts, qui travaille sur l'éco-conception et qui essaye de favoriser l'économie circulaire dans les monuments et les musées. Et donc avec la Réserve des Arts, nous travaillons à recycler les déchets issus de nos expositions. Brian Sings développe des systèmes de mécénat participatif dans les monuments. Foxy crée des jeux immersifs géolocalisés. Explorama valorise le patrimoine naturel, la biodiversité au travers d'applications. Picnic crée des structures architecturales innovantes, autonomes en énergie, et qu'elle a déployé dans un des monuments du CMN. Et puis Intensity, c'est une société qui, elle, crée des solutions technologiques pour éclairer de manière créative les monuments la nuit, pour les faire vivre la nuit. Troisième promotion, alors qui commence là en ce moment, en fait, ces expérimentations, puisqu'elle a démarré en septembre, elle va terminer son cycle d'incubation en juillet de l'année prochaine. Là, on a 5 sociétés que nous avons choisies dans un cadre partenarial avec la SNCF, donc qui est en France l'opérateur de tout le réseau ferroviaire, donc une grande société publique aussi. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a construit vraiment toute une promotion avec la SNCF, qui dispose d'un très, très grand patrimoine foncier. C'est l'un des plus grands propriétaires fonciers en fait français, la SNCF, puisque la SNCF possède toutes les gares, toutes les voies de chemin de fer, et
puis tout le patrimoine associé au transport ferroviaire en France. Et donc, ils ont un peu les mêmes intérêts que nous, c'est-à-dire comment animer leurs gares, qui sont des lieux de vie, des lieux de passage, comment valoriser leur patrimoine, parce que certaines de ces gares sont des gares qui sont aussi classées monuments historiques parce qu'elles sont magnifiques sur le plan architectural. Et donc, on s'est associé avec la SNCF pour choisir ensemble cette année donc 5 startups, là encore, qui font des choses très, très différentes. Et donc, ces startups vont expérimenter certaines à la SNCF, d'autres au CMN, et la plupart d'ailleurs dans les deux réseaux. Donc, on a choisi par exemple Lumine, qui développe des solutions de réalité virtuelle adaptées pour des personnes âgées qui sont en EHPAD, c'est-à-dire dans des établissements médico-sociaux. On va travailler avec Mercurio, qui a développé des scans très innovants pour les collections patrimoniales. Vintual, qui est un expert en réalité virtuelle, qui développe des fenêtres virtuelles à partir desquelles on peut imaginer, par exemple, dans un monument, d'ouvrir une fenêtre vers un autre monument, voilà, comme si on y était. Blumen Lab est en train de créer un éditeur de projet, un éditeur de visite en réalité virtuelle et réalité augmentée. Et donc, on va tester avec eux leur plateforme de création d'expériences immersives. Et puis enfin, Tipsme est une société qui propose de collecter des dons par QR code, à partir des smartphones. Et donc, on va tester avec eux des campagnes de levée de mécénat, de crowdfunding à partir de leurs solutions. Donc, la 4e promotion, et c'est notamment ce qui fait l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est justement ce que nous sommes en train de mettre en place dans le cadre de la saison Africa va 20. Donc, la 4e promotion de l'incubateur qui démarrera avec un appel à projet qui sera lancé au printemps 2021 avec le soutien d'Africa in Colors et AfriCup. Et bien là, l'enjeu pour nous, c'est avec nos partenaires de choisir 3 startups du continent qui travaillent donc dans la sphère culturelle et créative et auxquelles nous allons offrir sur un an donc une incubation qui va consister en des formations, un soutien financier grâce à la saison Africa 2020, la possibilité d'expérimenter dans les monuments comme l'ont fait les startups des saisons précédentes pour tester donc en réalité, en conditions réelles, la faisabilité d'une solution. Et puis la possibilité d'intégrer donc cette communauté des entrepreneurs culturels, des startups qui sont déjà rassemblés autour du Centre des Monuments Nationaux depuis 2018. Voilà, donc Raoul m'a proposé même si les choses sont encore en construction, en définition, mais de vous faire connaître dès maintenant en fait ce projet et qui le moment venu, va, j'espère, être relayé grâce à nos partenaires, parce que l'enjeu pour nous, c'est d'aller choisir 3 startups qui sont évidemment très performantes et qui ont envie de s'internationaliser, c'est-à-dire qui veulent profiter de cette opportunité pour pouvoir se faire connaître à l'international et viser un développement en Europe, en France déjà peut-être, et en Europe et à l'international plus largement. Donc, je reviendrai, je crois, sur ce projet. Et puis, très, très rapidement, parce que Raoul m'a proposé d'en dire quelques mots, un autre projet que j'ai à cœur de vous proposer, parce que je le suis aussi en direct. Le Centre des Monuments Nationaux est en train de développer un gros projet qui concerne le château là, que vous voyez sur l'image, qui s'appelle le château de Villers-Cotterêts, qui est situé à 3/4 d'heure de Paris, donc on est tout près de Paris, dans le nord de la France. Ce château, en fait, vous voyez, il est immense. Il a été créé au XVIe siècle par le roi François Ier, et il a une dimension symbolique parce que c'est dans ce château qu'a été signée au XVIe siècle l'ordonnance qui a fait qu'en France, la langue officielle est devenue le français, à une époque où il y avait beaucoup de patois, beaucoup de langues nationales. Le roi François Ier a fait du français la langue de l'État. Et donc, un projet est né dans ce château, de le restaurer, parce qu'on ne le voit pas bien à l'image, mais en fait, il est assez abîmé, ce château, même s'il est magnifique. Mais donc, ce château va être restauré et va devenir, à partir de 2022, un lieu qui va être totalement dédié à la langue française et à la francophonie. Voilà, donc là aussi, c'est un projet sur lequel nous travaillons. Les travaux viennent de démarrer. Voilà, l'espace est très vaste. Et donc, on envisage, à partir de mars 2022, d'ouvrir une partie des espaces de la cité
pour en faire donc un lieu qui soit vraiment conçu pour tous à l'échelle internationale, tous ceux qui s'intéressent à la langue française, qui travaillent autour de la langue française et des langues en général, puisque la question de la traduction, du passage d'une langue à l'autre, nous intéresse beaucoup. Et donc, on est en train de concevoir un lieu dans lequel il y aura la possibilité d'accueillir en résidence des artistes, des entrepreneurs, des chercheurs, des enseignants, pour qu'ils viennent travailler, se rencontrer, faire connaître leur création, leurs projets, accéder aussi à des ressources. Il y aura également dans ce château la possibilité d'exposer des œuvres, de présenter des spectacles et puis de se former au français. Voilà, donc ce projet, on le construit très largement avec beaucoup de partenaires. On travaille avec l'Institut français, évidemment, on travaille avec l'Organisation internationale de la francophonie, avec tous ces opérateurs et on souhaite évidemment construire ce projet avec l'ensemble des pays de la francophonie et ceux qui sont dans ces pays, comme vous, francophones ou non francophones s'intéressant à la langue, mais qui pourraient avoir envie de venir travailler, résider, présenter leurs projets dans ce lieu à partir de 2022. Voilà, donc j'ai tenu, je crois, les 21 minutes, pardon, j'étais un peu longue. Je m'arrête là et je prends vos questions si vous en avez. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Valérie, pour ta présentation. Elle répond à beaucoup de mes questions que j'avais, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant de poser les miennes? C'est qu'il y a un problème de réseau. Pardon? On ne nous entend pas. Peut-être qu'il y a un problème de réseau. Là, Je ne sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à t'écouter. Les autres sont en train de pouvoir entendre ce que Isidore dit. On t'entend bien, Raoul, mais on n'a pas du tout entendu. Enfin, moi, je n'ai pas entendu Isidore. OK. Ça doit être sa connexion, peut-être. Oui. Non, tu peux laisser ta caméra. D'accord. OK, très bien. Il y a une question dans la salle ou pas? Donc, Valérie, en attendant que la salle pose des questions, je voulais te demander une question. Comment, avec ton expertise, avec ton expérience sur le sujet, comment vous avez pu arriver à créer, à ramener de l'innovation dans les monuments, dans les musées, et comment, c'est quoi les challenges que vous retrouvez, comment vous résoudrez ces challenges, ces défis? Bon, d'abord, c'est un long processus et voilà, qui est fait d'erreurs, d'échecs, de réussites. Ça se construit peu à peu. Je pense que ce qui a joué, c'est qu'il y a eu d'emblée, en fait, au Centre des monuments nationaux, au plus haut niveau, en fait, le désir de travailler sur ces questions. Et donc, une mission a été créée dès 2014, après les premières années d'expérience, par l'actuel président du Centre des monuments nationaux, qui a bien compris que l'innovation et le numérique, c'était clé pour transformer l'établissement, le moderniser. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait effectivement des sujets qui nécessitent qu'il soit modernisé, et qu'il a senti que c'était stratégique. Donc, il a inclus ça vraiment au plus haut niveau de la stratégie de l'établissement et il s'est donné les moyens, à la fois financiers et en termes de ressources humaines, puisque donc cette équipe a été créée et donc une cellule innovation numérique a été créée directement rattachée à la direction générale. Donc ça, je pense que ça a été un facteur de succès parce que ça veut dire que moi, je suis arrivée depuis 2018 seulement, mais la personne qui était là en 2014, vraiment, elle a eu les moyens d'agir et elle était soutenue au plus haut niveau. Donc ça a créé un effet d'entraînement. Il y a eu aussi, après,
une politique vraiment qui a permis d'expérimenter beaucoup de choses. Donc très vite aussi de fédérer un réseau de partenaires autour du Centre des Monuments Nationaux, donc beaucoup de startups qui ont vu là aussi, au travers du CMN, un client potentiel, hein, donc qui avait envie aussi de travailler avec cet acteur. Il y a eu aussi la mise en place, et tout ça on le poursuit évidemment depuis 2018, hein, de processus de travail pour essayer d'impliquer au maximum les équipes en interne. Parce que je le disais tout à l'heure, le Centre des Monuments Nationaux, c'est un réseau de 100 monuments, et donc dans chacun de ces monuments, il y a une équipe autour d'un administrateur ou une administratrice, selon le terme utilisé au CMN, qui dirige chaque monument. Et donc, tous ces projets, ils ont toujours été pensés de telle sorte qu'ils impliquent au maximum tous les intervenants concernés, donc les administrateurs, les équipes des monuments, et puis ailleurs dans l'institution aussi, d'autres personnes qui jouent un rôle important. Donc, cette démarche, elle a été légitimée aussi de cette manière. C'est-à-dire que l'idée, ça n'a pas du tout été de faire une espèce de cellule comme ça qui aurait travaillé dans son coin, mais toujours au contraire en lien avec les équipes pour les associer. Et c'est comme ça que les projets, quand ils marchent, après parfois ça n'a pas marché, hein, mais ont pu se développer dans la durée. L'incubateur du patrimoine, on l'a développé de la même manière, c'est-à-dire que la sélection des entreprises, chaque année, on l'a fait non pas en tout petit comité, mais en y associant beaucoup de monde. Dans les comités qu'on monte de sélection, il y a jusqu'à 30 personnes. Voilà, on demande à beaucoup de gens leur avis, on essaye de les associer, de prendre en compte les besoins internes de chaque monument pour créer ensuite les bons mariages entre une start-up et un monument. Et donc, justement, l'objectif, c'est d'arriver à faire le bon mariage qui va durer 1 an et que chacun trouve un objectif là-dedans. C'est-à-dire que chacun a un intérêt à travailler ensemble parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, on prend du temps vraiment à trouver comme ça ces bonnes associations pour être sûr que l'expérimentation ensuite va pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions. Voilà, donc oui, je pense que la question du portage, du niveau de portage d'une telle politique, le fait d'essayer d'impliquer au maximum l'interne pour que ce soit, porté, légitime, etc., ça, c'est des éléments déterminants. Il faut dire aussi que l'établissement a mis quand même un budget, c'est-à-dire cet incubateur qui nous permet de verser de l'argent à des entreprises, de libérer du temps aussi des équipes. Ça montre aussi que voilà, c'est un sujet qui est important et il a été décidé d'attribuer des moyens à cette politique. Je n'entends plus personne. Je ne sais pas si vous êtes toujours bonsoir, là. Valérie. C'est Maurice. Je ne sais pas si tu... Ok, j'avais 2 ou 3 questions, mais c'est juste pour savoir comment aussi apprendre de votre expérience. Premièrement, c'est question de financement. Vous avez parlé de 500 manifestations par an, plus de 10 millions de visiteurs. Comment vous arrivez à organiser ces manifestations? Où vous trouvez l'argent pour organiser toutes ces manifestations? Est-ce que c'est le gouvernement ou bien ça vient de contribuables, d'autres personnes? Ça, c'était la première question. Oui. Et vous avez beaucoup ou longuement parlé de la technologie, de l'innovation. Est-ce que dans ces moments difficiles, parce que chez nous ici, on a problème avec le corona, les gens pensent plutôt à survivre, il y a l'économie qui est touchée, tout ça, et il y a peu de visiteurs dans le tourisme pour le moment. Est-ce que ces technologies, ces innovations vous aident à ces moments d'isolation, bien de pandémie, de trouver les visiteurs ou bien vos statistiques ont chuté aussi? Et vous avez parlé aussi de Africa 2020. Un pays comme le Rwanda, bon,
nos musées sont encore jeunes comparés aux musées en Europe ou bien ailleurs. Comment est-ce que nous pouvons bénéficier de Africa 2020? Un peu de mots. Merci. Alors, sur la première question, donc celle un peu du modèle économique et des moyens, notamment pour assurer toute la programmation culturelle. Alors, en fait, l'économie du Centre des Monuments Nationaux repose en fait sur vraiment sa capacité à générer ses propres recettes. Alors, c'est vrai que c'est un gros établissement, hein, il faut le dire. J'ai dit, il a plus de 100 ans. C'est un des principaux opérateurs, comme on dit, culturels du ministère de la Culture français. Le CMN a 1400 agents. Il a un budget de plus de 100 millions d'euros. En fait, ces recettes, elles viennent essentiellement de la billetterie. Donc, pour accéder aux monuments, on paye un droit d'entrée. Alors, avec beaucoup de gratuité quand même, parce que les moins de 26 ans accèdent gratuitement, les scolaires accèdent gratuitement. Enfin bon, il y a plein de modalités, de tarifs particulières, mais en tout cas, les recettes de billetterie, on est souvent sur des billets autour de 10 euros, ce qui est plutôt assez faible en France par rapport au coût d'entrée habituel des musées, plus encore des galeries d'art, par exemple. C'est beaucoup plus onéreux, mais ça, c'est la première source de revenus pour l'établissement. Après, il y a d'autres recettes associées qui sont les recettes des librairies boutiques qui sont installées dans les monuments. On a un réseau de 70 librairies boutiques qui génèrent des recettes et qui sont gérées par les équipes du CMN en direct. Après, on a des recettes qui peuvent venir de location d'espace au sein des monuments. Quand des entreprises veulent tourner un film ou louer une salle pour un mariage, pour un séminaire d'entreprise. Donc ça constitue aussi une part des ressources. Et puis du mécénat. On peut avoir des entreprises qui apportent de l'argent. Alors, c'est quand même beaucoup sur des projets de restauration plutôt, mais il peut y avoir parfois de l'aide de mécènes, par exemple sur un projet de médiation. Là, on a renfordu des outils de médiation en direction des publics handicapés. Bon, on a reçu du mécénat sur ce projet. Donc ça, c'est l'ensemble des recettes principales. Et donc, c'est sur la base des recettes générées par l'établissement qu'on peut imaginer qu'on finance nos activités. Donc, on finance notamment cette politique de production d'événements, mais pour laquelle on va quand même chercher, en plus de l'argent qu'on peut y mettre, des partenaires financiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer tout seul, loin de là, tout ce qu'on fait. Donc, on travaille toujours en coproduction, en partenariat, et donc on va travailler avec d'autres musées ou structures culturelles. On va aller travailler avec le soutien, par exemple, de l'Institut français. Quand on fait venir des artistes qui viennent de l'international, il peut y avoir un soutien de l'Institut français, comme vous savez, qui intervient beaucoup pour, à ce moment-là, financer des billets d'avion, par exemple. Je le disais, on a des entreprises qui vont nous amener un financement sur une exposition. Donc, chaque projet, bien sûr, fait l'objet de recherche de financement. Et là, pour en venir à la deuxième question, évidemment, dans la situation actuelle, l'établissement est très, très, très pénalisé, comme tous les musées français, tous les lieux qui accueillent du public et qui vivent essentiellement de la billetterie, puisque là, notre billetterie, elle est à zéro quand les monuments sont fermés, ce qui est le cas depuis plusieurs semaines et ce qui a été le cas pendant 2 mois, de mars à mai, avec un redémarrage qui a été très, très tranquille en juin. Donc, pour nous, c'est une année catastrophique. Et donc, justement, ça amène à la troisième question. Ça nous interroge aussi, mais tous partout dans le monde, sur la manière dont on peut continuer à la fois à conduire nos missions, parce que au Centre des Monuments Nationaux, la mission première, c'est quand même de faire découvrir ces monuments, d'y faire rentrer des publics. Donc, comment est-ce qu'on continue à maintenir cette ambition ?
comment est-ce que le numérique et l'innovation peuvent nous aider non pas à substituer notre mission première à une autre, mais de travailler en complémentarité, de travailler cette période un peu de transition, parce qu'on espère bien quand même à nouveau pouvoir sortir des confinements et de revoir des publics nationaux et internationaux. Mais en attendant, il faut bien continuer à vivre, à survivre et à maintenir aussi les modèles le fonctionnement de nos établissements. Donc, par exemple, on est en train d'explorer, mais c'est de l'expérimentation à ce stade, donc il n'y a pas du tout de recette pour l'instant, mais on va se lancer là dans une politique de test de visite virtuelle. On a développé des modèles 3D de nos monuments, on a développé parfois des visites 360, on a des prestataires aussi qui, même parfois sans nous consulter, mais on développé, on fait des prises de vue, des captations de nos monuments et les ont mis sur Internet. Bon, voilà, donc il y a une offre qui est pléthorique, plus ou moins bien faite, plus ou moins intéressante. Nous, on voudrait tester le modèle économique qui pourrait être associé à des visites qui seraient donc proposées par le Centre des monuments nationaux, seuls ou avec des prestataires, avec des partenaires privés. Et on voudrait justement savoir jusqu'à combien le public est prêt à payer pour ces visites, parce qu'aujourd'hui, ces visites, elles sont proposées gratuitement, en tout cas en France. Il y a très peu de monétarisation de ces nouvelles offres de visites. Donc ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt à payer, jusqu'à combien on est prêt à payer pour ça? Donc là, on va, là, dans les semaines qui viennent, justement, faire un certain nombre de tests dans des monuments auprès du grand public, auprès des scolaires aussi, qui ont notre économie, pour voir quelle offre nouvelle nous pourrions mettre en place, qui ne viendra jamais concurrencer l'offre physique, mais qui peut trouver une complémentarité, anticiper une visite du monument, la prolonger, etc. Juste pour ajouter à ce que tu disais, Valérie, on a eu des expériences où la VR a été utilisée, les AI a été utilisé aussi pour remplacer ou donner cette expérience de visite de ces monuments, de ces musées dans ces périodes-ci, comme tu l'as dit. Et c'est devenu des sources de revenus, non seulement pour les développeurs, mais pour aussi ces musées-là. Mais ça demande aussi beaucoup plus de travail parce que tu dois travailler aussi sur le contenu. Ce n'est pas juste, pas juste créer des vidéos et les faire passer. Il doit y avoir tout ce qui est contenu, expérimentation de ces musées-là, de ces monuments-là. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Tu veux ajouter quelque chose à ça? Non, je voulais juste dire qu'effectivement, tu soulèves un point il y a tout un travail, une expertise particulière, un travail de qualité de production de contenu, de scénarisation de ces contenus. Il y a une vraie expérience de visite à part entière à imaginer. Et voilà. Et nous, on n'a pas forcément en fait en interne les compétences. Donc, ça suppose aussi d'aller chercher des prestataires sur lesquels s'appuyer et donc dégager des budgets, en réalité des budgets supplémentaires. Là, on essaye de trouver des sources de recettes. Donc, voilà, l'équation économique, elle n'est pas évidente encore. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Raoul, il y a une question, il y a une question dans le chat. Oui. Ah, ok. Valérie, tu veux? Oui, je vais la lire. Alors, une question. Au CMN, comme une institution de l'État français, avez-vous eu une coopération avec les institutions étrangères, comme en Afrique, avant cette 4e promotion qui est en projet? Si oui, quel type de coopération? Restauration, promotion? Alors, je n'ai pas en tête l'ensemble. Je suis arrivée il y a 2 ans et demi, mais de tout ce qui a pu être fait, j'imagine beaucoup de choses en interne avec des entreprises ou des acteurs du continent. Il y a beaucoup de métiers en fait au CMN. Il y a les métiers qui sont liés aux travaux, dans le domaine patrimonial, donc tout ce qui relève de la restauration, de la conservation des monuments. Il y a aussi les métiers qui sont liés à la médiation, c'est-à-dire comment on accueille des visiteurs, avec aussi tout le back-office associé à ça en termes de billetterie, etc.
et qui bascule vers la e-billetterie aujourd'hui. Il y a tous les métiers du développement économique, c'est-à-dire comment on monte des accords internationaux pour faire venir les touristes étrangers, notamment dans les monuments. Il y a tous les métiers liés au développement culturel et donc effectivement toute cette politique d'animation, de programmation, d'exposition, de concerts, de spectacles vivants, etc. Il y a les métiers de l'innovation. Enfin bon, donc à chaque endroit, en fait, il peut y avoir des possibilités de coopération. J'ai rencontré l'année dernière, justement, c'était peu de temps après mon arrivée, un stagiaire qui venait du continent, quelqu'un qui était déjà un professionnel, hein, qui avait travaillé, qui était formé à la restauration, mais qui est venu passer, je crois, plusieurs mois de stage auprès des équipes de la médiation, notamment pour justement s'ouvrir à d'autres pratiques, échanger avec des collègues français sur des questions de restauration patrimoniale. Donc, il y a régulièrement comme ça de l'accueil dans le cadre d'accords de coopération entre institutions, l'accueil de stagiaires, entre guillemets, stagiaires en fait qui sont déjà des experts, hein, au sein du monument, au sein des monuments. Et d'ailleurs, nous sommes en train de créer un institut de formation. Alors ça, c'est un projet dont on reparlera en 2021. Parce que justement, souvent le Centre des monuments nationaux ou ces intervenants sont sollicités pour de l'échange de conseils, de la formation, etc. Donc finalement, on a décidé de créer cet institut de formation pour justement accompagner des personnes qui veulent monter en compétences ou simplement qui sont tout à fait compétentes déjà, mais qui ont envie de voir comment fonctionne un établissement comme le Centre des monuments nationaux sur des métiers de l'administration, de monuments, sur des questions de restauration. Voilà, donc dans un premier temps, cet institut de formation, il va être dirigé plutôt sur l'interne, mais il est question après aussi de pouvoir l'ouvrir justement à des professionnels, notamment à l'international, qui voudraient venir s'y former sur un temps donné. Voilà, donc oui, il y a déjà eu des relations donc, au travers de ce métier, sur la programmation, bien sûr, parce qu'il y a des artistes de tout pays et notamment du continent qui sont accueillis régulièrement dans les monuments du réseau. Je n'ai pas leur nom là en tête, mais il y en a bien sûr, et là, il y en aura plusieurs dans le cadre de la saison Africa 2020. Juste pour noter que, si je me permets, ce n'était pas encore là, c'est encore des brouillons, des discussions et tout ça. Par rapport à la question que tu répondais, Valérie, avec le projet Africa in Colors, c'est ce qu'on est en train de monter, ce genre de partenariat qui supporte et qui crée des ponts entre le continent et le reste du monde, et aussi pouvoir travailler sur la mobilité de ces acteurs culturels, de ces artistes et tout ça. Donc, c'est un truc qu'on va encore en discuter, c'est sûr, pour voir la faisabilité et commencer à travailler sur l'implémentation pour répondre pour un peu contribuer à la question qui a été posée. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Dans le chat encore, oui. Une autre question, quelle stratégie avez-vous utilisée pour impliquer le privé, les privés dans la promotion du patrimoine national? Voilà, on travaille avec tout type d'acteurs, hein, alors que ce soit, par exemple, alors dans la stratégie de promotion à l'international des monuments du réseau, on a une direction, la direction du développement économique, qui monte énormément de conventions de partenariat, par exemple avec les opérateurs, les tours opérateurs, pour qu'ils inscrivent dans leur catalogue les monuments du réseau, et donc à leur venue en France. On peut travailler avec des acteurs qui vont, alors sur le terrain de l'innovation, par exemple, capter, nous donner une meilleure connaissance du profil de nos visiteurs. On est en train de développer là une politique de CRM, donc pour à la fois mieux tracer les visiteurs, mieux identifier leur profil afin de développer une politique d'expérience utilisateur qui soit plus adaptée. Donc là, en ce moment même d'ailleurs, on est en train de choisir un prestataire qui va nous aider à mettre en place toute cette stratégie et les outils et la technologie associée aux outils pour cette politique de CRM.
On travaille avec des sociétés privées, je pense notamment à une entreprise qui est assez jeune, qui s'appelle Affluence, qui met en place des systèmes de capteurs devant les monuments pour mieux estimer le temps d'attente, parce que, bon, sauf en ce moment évidemment, puisqu'ils sont fermés et que cette année est très particulière, mais dans certains grands monuments que nous gérons, je pense à l'Arc de Triomphe, il y a des queues parfois extrêmement importantes, donc évidemment, ce qui mécontente les visiteurs et puis les agents du monument, parce qu'ils accueillent des gens qui sont énervés parce qu'ils ont fait la queue, donc personne n'en tire profit de cette situation. Donc l'idée, c'est d'optimiser le temps d'attente. Et donc, il y a des sociétés comme Affluence qui ont créé des systèmes de capteurs qui permettent aux visiteurs d'estimer le meilleur moment en fonction de l'affluence pour venir dans un monument, ce qui génère aussi des données pour les lieux. Donc, on travaille énormément partout, enfin, sur tous les sujets avec des sociétés privées, et en particulier dans la promotion des monuments que nous gérons. Bonsoir Valérie. Une autre question? OK. Bonsoir Valérie, merci beaucoup pour la présentation et pour le partage d'expérience que vous nous avez fait. J'ai une question ou deux, si vous permettez. La première, est-ce que vous arrivez d'avoir un intérêt à travailler sur un monument qui appartient à un privé? Si oui, comment est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que toujours est-il facile que ce particulier soit intéressé à l'aspect de gestion de son patrimoine ou bien de son monument? C'est la première question. La deuxième va avec le monde que nous vivons, la globalisation, la numérisation. Vous avez mentionné qu'à un certain niveau, vous nous avez dit que vous travaillez avec, c'était encore Mercurio, dans ce volet de numérisation des collections. J'ai une question, est-ce que avec ce genre de projet, il est facile d'arranger toutes les données et d'arriver aux objectifs optimaux du projet jusqu'à la fin, puisque quelquefois la digitalisation pose des problèmes vis-à-vis la protection légale de collections digitalisées. Et si vous avez toujours de succès, est-ce qu'il n'y a pas quelque part où vous rencontrez des défis avec la digitalisation? Si oui, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que la législation nationale vous aide dans la protection des collections numérisées? C'était ça mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, sur la première, donc, est-ce que le Centre des monuments nationaux peut être amené à gérer des monuments de privés? Alors, c'est assez marginal, en fait, au sein du réseau. C'est-à-dire, nous sommes amenés parfois à gérer la visite, par exemple, le parcours de visite d'un monument dont l'État n'est pas propriétaire, et donc une structure privée l'est. Et donc, voilà, effectivement, le Centre des monuments nationaux va être sollicité au titre de son expérience en la matière. Donc là, il y a une convention qui est signée entre le propriétaire et le Centre des monuments nationaux, et donc qui peut se voir attribuer soit vraiment la totalité de la gestion du site, soit uniquement la gestion du parcours de visite, donc la relation avec les publics. Ça existe. Voilà, il y a peu de cas. C'est vrai que ces dernières années, le Centre des monuments nationaux a été beaucoup sollicité par effectivement des privés qui n'ont plus les moyens ou pas les expertises pour gérer un monument, parce que c'est assez complexe. Et donc, dans ces cas-là, il y a une situation à l'étude en ce moment exactement, ce cas de figure. Donc, ça suppose de notre part d'étudier vraiment très attentivement le modèle économique, parce que
comme je le disais tout à l'heure, le Centre des monuments nationaux peut déployer ses activités à partir des recettes qu'il génère. Donc, la question pour nous, c'est, il y a un équilibre qui se crée en fait entre les grands monuments, j'ai cité l'Arc de Triomphe par exemple, qui sont des monuments qui accueillent énormément de visiteurs et donc qui sont bénéficiaires du point de vue économique, c'est-à-dire les recettes générées sont supérieures et bien supérieures au coût de gestion du monument. Et puis, il y a des monuments qui sont d'une très grande valeur sur le plan patrimonial, mais qui néanmoins ont des niveaux de fréquentation faibles ou en tout cas insuffisants pour couvrir les coûts de gestion de ces monuments. Donc, c'est tout l'astuce, si je puis dire, d'avoir créé une institution comme celle-ci, dans laquelle grands, moyens, petits monuments sont rassemblés. Et de fait, eh bien, les recettes, l'économie générée par l'exploitation des grands monuments permet de financer les déficits d'exploitation des petits monuments. Donc, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon une péréquation budgétaire, c'est-à-dire qu'on met en commun à la fois les flux de recettes et de dépenses, et on trouve un équilibre global. Et c'est ainsi que, et ça c'est vraiment, je dirais, une mission d'intérêt général de service public, un établissement comme celui-ci peut ouvrir tous les jours de l'année, sauf exception à la visite, sans monument, et dont certains, voilà, on le sait, ont une fréquentation de fait qui est très limitée parce qu'ils sont dans des lieux enclavés, qui sont... ils sont parfois dans leur configuration architecturale même, ils ne peuvent pas accueillir plus de tant de visiteurs à l'instant donné, en particulier là, bien sûr, avec des jauges qui ont été très réduites du fait de la crise sanitaire. Voilà. Et donc, cet ensemble fonctionne grâce à cette mise en commun des ressources. Donc, quand on vient nous voir pour nous demander de prendre en exploitation un monument, ben là, il y a tout un travail d'étude, d'analyse à faire pour voir quel va être le modèle économique de ce monument. Est-ce que c'est un monument qui peut être bénéficiaire? Est-ce que c'est un monument qui va être déficitaire? Et ça veut dire que s'il est déficitaire, eh bien, ce déficit va constituer un manque à gagner pour d'autres monuments. Voilà. Donc, il y a à la fois des considérations qui sont liées à la qualité, évidemment, du patrimoine de ce monument, mais au-delà, voilà, de la soutenabilité économique et ce qui peut rentrer dans une dynamique globale. Ça, c'est un point vraiment important qui est étudié. Alors après, il y a aussi les effets bénéfiques de la mise en commun, puisque, je le disais, en fait, dans l'organisation du Centre des monuments nationaux, il y a des fonctions support qui sont mutualisées. Donc, moi, je travaille à Paris. Par exemple, le siège est à Paris. Et donc, on a là les équipes qui assurent la communication, la recherche de mécénat, toutes les fonctions administratives, budgétaires, les ressources humaines, la mission innovation, etc. Donc, ça, ce sont des équipes qui travaillent ensuite pour l'ensemble du réseau. Et après, il y a les équipes qui sont dans les monuments. Donc là, c'est vraiment les équipes qui exploitent le monument, qui ouvrent à la visite, qui gèrent les publics, qui organisent la communication de l'événement de proximité, etc. Et donc, l'intérêt aussi d'entrer dans un réseau comme celui-ci, c'est qu'évidemment, les fonctions support, elles servent pour tous les monuments. Donc, c'est moins coûteux d'avoir une seule équipe, évidemment, qui travaille pour 100 que 100 mini-équipes dans chacun des monuments. Parce que là, on serait effectivement dans un modèle qui serait encore plus coûteux et certainement pas soutenable. Donc, il y a ces effets-là, c'est-à-dire le fait d'entrer dans ce réseau, ça permet aussi d'avoir accès à des expertises qui ne seraient pas envisageables à l'échelle d'un seul monument. Voilà. Donc, il y a tout ce travail, en effet, d'analyse qui est fait au cas par cas. Il n'y a pas de... Enfin, chaque cas est spécifique. Mais ça nous arrive effectivement, il y a quelques monuments dans cette situation. Sur Mercurio, alors vous évoquiez la solution proposée par Mercurio, qui est un tout jeune acteur. Hein, donc là, on n'a pas encore commencé l'expérimentation, donc on va voir où ça nous mène. Ce qui nous a intéressé au travers de Mercurio, c'est que son fondateur a mis en place une technologie, une méthode de scan qui paraît être très, très performante sur des objets de collection qui présentent des reflets, donc des trésors, voilà, des pièces qui sont assez difficiles à scanner. Et donc là, c'est vraiment sur une forte recommandation de nos équipes qui sont
en charge de la gestion et de la valorisation des collections que nous avons choisi cette start-up qui va justement tester sa méthode sur certaines pièces de collection d'un trésor, notamment, qui se trouve dans un monument géré par le CMN, en l'occurrence le Palais du Tau. Donc, on va voir voilà, si cette méthode fait ses preuves et si c'est le cas, comment est-ce qu'on pourrait être appelé ensuite à l'utiliser dans différents cas de figure. Et puis, évidemment, d'autres institutions peut-être mieux placé que nous encore, parce que le CMN a des collections, mais ça n'est pas du tout le cœur de sa mission. Dans la plupart des monuments, on n'a pas de collection. C'est plutôt les musées qui ont des collections. Donc, je pense que voilà, si cet entrepreneur a mis au point cette méthode qui paraît aussi prometteuse, à mon avis, il va beaucoup intéresser les musées français et internationaux. Donc, sur la question de la protection... Oui, pardon. Non, vas-y, Valérie, s'il te plaît, désolé. Sur la question de la protection. Alors, pardon, je ne suis pas sûre d'avoir peut-être bien saisi la question. Si ça ne vous ennuie pas, monsieur, de la répéter. Merci pour préciser. Je m'imaginais que vous avez déjà mis en place des visites virtuelles. Oui. Et je me demandais alors si la législation nationale vous épaule en ce qui est de la protection juridique de ce que vous exposez déjà sur Internet, dans le monde virtuel, quoi. Est-ce que la législation nationale vous protège bien? Alors, oui et non, parce qu'en fait, en ce qui concerne les monuments, dès lors qu'on est sur un patrimoine, je dirais, national, il n'y a pas de protection à part entière sur les images, par exemple, les photographies, les cartes postales qui sont prises des monuments parisiens qui sont gérés par le CMN. Le CMN ne touche pas de royalties. Il n'y a pas de protection associée, en fait, sauf dans des cas de figure un peu particuliers. Donc, non, et c'est justement pour nous une difficulté parce qu'on peut voir fleurir des propositions d'offres de visite qui sont faites par des sociétés. Alors, parfois, c'est très bien fait, parfois, c'est très mal fait. Et effectivement, on n'a pas toujours la possibilité de s'y opposer, sauf si, et c'est là qu'on rentre en général, on est contacté par les sociétés un peu sérieuses qui veulent développer une offre de qualité. Elles ont besoin de tourner pour prendre des images au sein du monument, donc pour faire du 360 ou prendre un nuage de points, etc. Et là, évidemment, elles entrent en contact avec nous parce qu'elles ont besoin d'accéder dans de bonnes conditions au monument. Donc là, on a des accords de partenariat avec ces entreprises qui doivent obtenir une autorisation de la part du Centre des monuments nationaux. Mais en revanche, effectivement, si quelqu'un fait une prise de vue d'un monument, notamment sur l'extérieur, la met en ligne, il peut le faire d'une certaine manière. Alors après, évidemment, en même temps, ces visites, on voit bien que puisqu'il y a pléthore de contenus disponibles, ce qui donne leur valeur, c'est la qualité de la prise de vue, c'est la qualité du commentaire aussi, de l'apport en information, de l'apport scientifique. Et tout cela, c'est précisément le savoir-faire du Centre des monuments nationaux. Donc, en même temps, je ne sais pas si on a beaucoup de soucis à se faire parce que je pense que les visites qui généreront vraiment des revenus, c'est celles qui, à un moment donné, vont se construire avec ceux qui connaissent très bien les monuments, les conservateurs, les médiateurs, dont c'est le métier que de les faire connaître. Merci beaucoup. J'ai une question. Désolé, juste avant, c'était dans le cadre de la question. Valérie, est-ce que... Allô? Oui, je t'entends, très bien. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu sur le partenariat que vous avez eu, ou bien c'est encore secret, je ne sais pas, sur le partenariat que vous avez vu avec le gérant des trains et des métros, ou bien c'est encore secret, tu ne peux pas en dire plus? Non, pas du tout, non, puisque là on est avec la SNCF, donc voilà, donc c'est vrai que la SNCF, je disais, c'est vraiment un des plus grands acteurs français qui gère le réseau ferroviaire et donc qui est propriétaire d'un grand patrimoine foncier. Et donc la SNCF a créé il y a 2 ans maintenant, ou un peu plus de 2 ans, une direction de la valorisation de son patrimoine pour justement
eh bien, témoigner du fait qu'au-delà d'être un transporteur, la SNCF, c'est un acteur du patrimoine historique. Et donc, ils ont beaucoup utilisé, ils ont voulu s'appuyer sur le digital pour promouvoir, faire connaître ce patrimoine. Et donc, le partenariat avec nous s'est inscrit dans cette dynamique. Et donc, nous avons proposé à la SNCF à la fois de partager avec eux l'expérience que nous avions acquise au travers déjà des 2 premières promotions de l'incubateur. Donc, on a eu beaucoup de séances de travail, d'ateliers de réflexion pour co-construire en fait la 3e promotion dont on vient de choisir les lauréats. Et donc, ça a été très intéressant parce que vraiment des ateliers d'idéation autour des enjeux de la SNCF, puis la construction de l'appel à projet ensemble, puis la sélection des lauréats, puis la définition d'un programme conjoint. Voilà, tout ça s'est fait à chaque étape ensemble. Donc nous, ça nous a amené à faire un pas de côté par rapport à notre propre expérience et nous mettre un peu en position de consultant en fait vis-à-vis de la SNCF, et puis en même temps de construire un partenariat qui élargit aussi l'écosystème des startups avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Donc, ça a été une belle expérience, c'est une belle expérience parce qu'elle est en cours avec la SNCF et c'est ça qui nous a donné aussi envie de renouveler l'expérience du partenariat pour la saison qui s'ouvre. Et là, en plus, en s'ouvrant à l'international, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important de pouvoir ouvrir cet incubateur du patrimoine à des startups au-delà de l'écosystème français. Voilà, nous avions des échanges parallèlement avec la saison Africa 2020 sur la dimension artistique, puisqu'il y a plusieurs artistes du continent qui seront présentés dans les monuments du réseau. Et donc, j'ai proposé ce projet autour de l'innovation à la commissaire de la saison, Ngoné Fall. Et c'est comme cela que tout ça s'est enclenché. Ngoné Fall nous a mis en rapport avec Mohamed Zouglami et puis ensuite avec toi Raoul pour voir comment ensemble nous pouvions co-construire cette future saison. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question Raoul ou si tu voulais des précisions particulières sur le partenariat avec la SNCF. Paraît qu'il soit satisfait. Hein? J'ai une question. Est-ce que je peux poser la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Je reviens sur la question posée par mon collègue Maurice. Je ne sais pas si j'ai capté donc la réponse que vous avez donnée. Il y avait le problème de connexion. C'est sur la question de spéciale saison Africa 2021. Si j'ai bien compris votre présentation, ce projet a 3 volets. Il y a volet formation, volet soutien financier et volet voyage d'études, si j'ai bien compris. Alors, parmi ces 3 volets, qu'est-ce que donc peut-être le Rwanda peut gagner? Ou bien avant de répondre à ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment les pays africains peuvent gagner à ces volets ou bien à ces avantages? Est-ce qu'il y aura donc une application, il y aura des appels, alors les gens donc vont demander un appui? Et comment est-ce que donc ça va marcher? J'aimerais donc avoir plus de détails sur cette question. Merci. Oui. Alors, donc, alors le programme pour les 3 sociétés, les 3 startups qui seront retenues, il vise à la fois effectivement à apporter des formations. Alors, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, on ne sait pas encore si ce seront des formations en présence en France, qui supposera évidemment de se déplacer ou à distance, ou les deux. Ça, on verra. Mais en tout cas, des formations dans tous les
dans les métiers du patrimoine. J'ai cité un exemple tout à l'heure, qui est une des formations qui remporte beaucoup de succès sur les marchés publics, c'est-à-dire comment, quand on est un entrepreneur, répondre aux marchés publics français pour pouvoir devenir client des musées, des monuments, enfin de tous les lieux culturels publics. Bon, ça, c'est un type de formation. On propose une autre formation pour mieux connaître les publics, les visiteurs, leur profil dans les monuments. On propose une formation sur la médiation, puisqu'on le Centre des monuments nationaux a beaucoup d'expérience pour développer des outils de médiation, souvent numériques, mais pas que, dans des monuments très, très différents les uns des autres. On a une formation aussi sur tout simplement l'histoire des monuments, l'histoire architecturale des monuments. Bref, donc on a, au fil des promotions, bâti un programme pour que, en fait, les entreprises lauréates puissent accéder un peu à l'envers du décor, c'est-à-dire qu'elles comprennent comment marche une institution comme la nôtre et qu'elles acquièrent un peu une bonne connaissance interne du fonctionnement des monuments, de leur public, pour mieux ensuite se positionner comme prestataire de services. Parce que l'enjeu, comme je disais, c'est vraiment de développer des startups et pour nous d'avoir de nouveaux prestataires, fournisseurs avec lesquels travailler. Donc, il y a ce volet de formation, un accompagnement financier, effectivement. Alors là, dans le cadre du partenariat avec Africa 2020, c'est grâce à Africa 2020 qu'il y aura une enveloppe financière qui sera proposée aux 3 lauréats pour financer justement leur transport, s'ils doivent venir en France, pour les expérimentations et pour les frais techniques qu'ils vont devoir dépenser. Puisque le 3e volet important, c'est vraiment justement le fait qu'on propose aux startups qui seront choisies de tester un projet dans un monument. Pour nous, c'est très, très important, c'est même le cœur du programme. L'idée, c'est vraiment que, j'ai l'exemple en tête de la société qui a créé un fauteuil connecté qui permettait une immersion sonore dans l'histoire du monument. Cette société, elle a expérimenté son projet dans le château de Vincennes, qui est en banlieue parisienne, enfin tout près de Paris, c'est vraiment aux portes de Paris. Et donc, on l'a mise en rapport avec l'administrateur qui gère le monument. Elle a fait des séances de travail avec les équipes du monument pour enregistrer des contenus sonores qu'elle a ensuite intégrés dans son fauteuil, dans le logiciel associé au fauteuil. Puis, elle a installé son fauteuil pendant, ça a duré 3 semaines, je crois, dans le monument, donc avec l'accord, évidemment, des équipes du monument. Elle a fait venir une équipe de chercheurs, d'ailleurs, pour administrer des questionnaires et tirer des enseignements de cette expérimentation. Et puis ensuite, elle en a tiré beaucoup d'enseignements qui l'ont amené à redesigner complètement son premier prototype. Donc, toute cette démarche, ça a pris de longs mois. Voilà. Et donc, ce travail, il se mène vraiment en dialogue, en partenariat très étroit avec les interlocuteurs qu'on va aider chaque start-up à trouver au sein du CMN. Donc, et l'enjeu, c'est vraiment qu'elle en sorte l'entreprise avec des enseignements très, très clairs. Là, tout à l'heure, juste avant de vous parler, on faisait le bilan d'une société qui a expérimenté dans le cadre de la saison précédente, qui installe des kiosques économes en énergie dans les monuments. Et eux, ils avaient un enjeu qui était d'essayer de tester, de comptabiliser exactement via un système de capteurs l'attractivité de leur dispositif. Et donc, ils ont fait le bilan de ce qui avait marché, pas marché, etc. Donc, ce qui est important, c'est qu'en début d'expérimentation, il y ait vraiment un objectif très clair pour la start-up, un objectif très clair pour le monument qui accueille cette expérimentation, pour qu'à l'arrivée, on sache pourquoi on fait ça, quels indicateurs on se donne, comment on va évaluer positivement, négativement l'expérimentation et qu'est-ce qui en sort de très concret pour la start-up. L'idée, ce n'est pas de lui faire perdre du temps, c'est que vraiment cette incubation et cette expérimentation, ça s'inscrive dans la stratégie de développement et d'internationalisation là, dans l'année prochaine de la start-up. Donc voilà, donc il y a tout ce programme. Et alors après, très concrètement, comment ça va se passer? Alors, on en discute justement avec les équipes d'Africa in Colors et AfriCup. L'idée pour nous, ça va être de lancer un appel à projet. Donc, on imagine certainement au printemps 2021 avec l'appui de nos partenaires, justement pour faire connaître
cette opportunité aux startups qui ont un enjeu d'internationalisation et ensuite de choisir, selon des critères de sélection qu'on est en train de définir, justement avec African Colors et AfriCup, les 3 startups qu'on pourra choisir et qui bénéficieront de ce programme sur 1 an. Donc, ça va être relayé évidemment sur les réseaux, nos réseaux à tous, nos réseaux communs aux 4 partenaires même, puisqu'il y a Africa 2020. Et donc, l'objectif justement aujourd'hui, c'était déjà de commencer à vous en parler et puis d'avoir, moi ça m'intéresse beaucoup justement vos critiques, voilà, savoir comment vous recevez ce projet. Est-ce que ça vous paraît pertinent, intéressant? Est-ce qu'il y a, vous voyez, des écueils, des risques auxquels il faut qu'on soit vigilant, puisque justement, on est encore en train de concevoir tout ça. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir voilà, comment vous appréciez ce projet, si ça vous paraît être une bonne idée, quels peuvent être les bons critères de sélection pour les startups. Voilà. Et puis, le moment venu, si vous trouvez que c'est une bonne démarche, de pouvoir aussi peut-être nous aider à relayer, parce qu'on veut que le plus grand nombre des startups en aient connaissance pour que voilà, celles qui sont intéressées puissent se positionner. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question dans la salle? Oui, Raoul, c'est Alice. Oui, s'il te plaît. Merci Valérie pour la présentation qui donne une large clarification sur le partenariat entre le CMN et African Colors. Moi, j'aimerais savoir sur le postulat, comme mon collègue vient de le dire, à ce que j'ai entendu, ça va partir sur les réseaux, on va postuler et nous sommes vraiment intéressés à partir dans cette démarche. Mais aussi, j'ai une question sur la future Cité internationale de la langue française. Nous, en tant que pays, nous aimerions aussi donner notre présentation comment dirais-je, participer dans cet événement et avoir une information publier quelque chose dans ce château. J'aimerais savoir c'est quoi le parcours, comment on peut faire pour que le Rwanda aussi participe sur ce projet. Et aussi, il y a une autre question dans le chat. Il faut aussi vérifier une question qui a été posée par Jutazibga. Merci. Oui. Alors, pour ce qui est de la cité de la langue française, alors vous comprenez, là, en ce moment, on est en plein chantier de travaux. Donc, mais on est effectivement en train de commencer à concevoir le projet culturel. Et donc, en effet, l'idée, c'est vraiment de travailler avec le plus grand nombre de partenaires, notamment pour faire connaître les cultures francophones, travailler avec les professionnels, intéresser aussi les plus jeunes à ce projet. Aujourd'hui, il faudrait pouvoir nous envoyer peut-être un projet. Si vous avez déjà quelque chose en tête, vous pouvez me l'envoyer déjà à moi, et puis moi je partagerai avec l'équipe projet que je coordonne. Il peut y avoir aussi une autre voie d'accès qui est via des partenaires, peut-être qu'on a des partenaires communs. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit comme type de projet, mais je citais le fait qu'on travaille avec l'Organisation internationale de la francophonie, on travaille avec l'Institut français, donc peut-être via l'Institut français sur place, je ne sais pas si vous avez des liens avec eux, ça peut être aussi un moyen peut-être de leur faire remonter des envies, des projets. Voilà, peut-être vous pouvez préciser aussi ce que vous avez en tête. Pour le moment, je dirais que je ne peux pas dire exactement maintenant c'est quoi qu'on a comme projet, mais j'aimerais juste savoir pour qu'on y travaille. Mm-hmm. Donc là, en ce moment, vous voyez, on est en train, par exemple, avec l'Organisation internationale de la francophonie, d'imaginer le type de formation en français ou au français qu'on pourrait proposer dans cette cité. Avec d'autres partenaires comme l'Institut français, on regarde quel type de résidence, d'appel à projet conjoint pour des résidences on pourrait proposer à des artistes, à des chercheurs, à des entrepreneurs.
Donc, l'idée pour nous, c'est d'essayer chaque fois de nous appuyer aussi sur des partenaires qui connaissent bien les pays de la francophonie, qui ont déjà des réseaux là-bas, qui mènent déjà des projets. Voilà, l'idée, ce n'est pas de recréer des choses qui existent déjà très bien, mais plutôt de compléter ou de… Et puis, c'est vrai que ce lieu, en fait, c'est un lieu qui va accueillir du public. C'est-à-dire, on travaille avec beaucoup de partenaires qui sont des partenaires qui s'adressent plutôt à des professionnels. Et là, l'idée, c'est dans un même lieu à la fois d'accueillir du grand public, des visiteurs et les professionnels, et de voir un peu comment on peut créer des ponts entre les uns et les autres. La question qui était dans le chat. Oui. Alors, après la question qui est dans le chat, voyant le titre « Comment apporter de l'innovation dans les monuments », j'ai eu un petit souci. En Afrique et au Rwanda en particulier, nous n'avons pas de monuments imposants dans notre patrimoine, tout au plus des vestiges de palais royaux construits avec des matériaux végétaux. Le gros de notre patrimoine est constitué davantage de sites naturels et de beaucoup d'éléments de patrimoine immatériel. Comment introduire l'innovation dans ce contexte particulier qui est le nôtre? Ah oui. Question très intéressante, pas simple. Alors, le CMN gère des sites naturels. J'ai cité tout à l'heure des domaines, des parcs qui sont protégés. Donc, à ce titre aussi, il a une expérience de gestion, d'entretien de ces sites, de préservation de la biodiversité. Donc, l'établissement travaille beaucoup en lien avec des organismes, par exemple, de protection de la faune, de la flore, etc. Développe une politique de labellisation de ces sites, la protection de certaines espèces rares. Voilà, donc il y a effectivement des métiers, je pense aux jardiniers aussi, qui sont particulièrement mobilisés sur cette question de la gestion de sites naturels. Donc oui, il y aurait, je pense, vraiment des échanges d'expériences à imaginer entre les gestionnaires de sites naturels au Rwanda et en France. Donc voilà, j'ai cité tout à l'heure l'exemple d'accueil de stagiaires ou de professionnels. Je pense qu'il pourrait être intéressant, enfin, si vous avez des cas de figure en tête particuliers, peut-être de vous rapprocher des professionnels de la restauration de sites naturels au sein du Centre des Monuments Nationaux ou au travers cette future école du CMN dont je parlais tout à l'heure, qui doit commencer à exister à partir de 2021. Je n'ai pas de réponse. Bien sûr, je ne connais pas les sites en question. Je ne suis pas experte du sujet, donc ce serait très prétentieux de ma part de vous dire comment introduire l'innovation dans le contexte de sites naturels. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, quand on travaille l'innovation, on sait que c'est des lieux particulièrement compliqués parce que précisément, on a souvent des problèmes de connexion, des problèmes de réseau, des questions de luminosité parfois qui rendent difficile l'usage de certains dispositifs, de tablettes, d'écrans, etc. Donc, c'est compliqué effectivement de déployer des dispositifs innovants numériques souvent en extérieur. Alors, après, des sociétés, je pense à une société notamment que je connais bien qui a su développer des bornes, par exemple, des bornes de réalité virtuelle en extérieur, donc ils sont capables de résister à des conditions climatiques particulières. On a installé une de ces bornes, par exemple, c'est la société Timescope, en l'occurrence, une de ces bornes sur une terrasse, la terrasse de l'Arc de Triomphe à Paris, qui est donc à l'air libre. Il n'y a pas tant de sociétés que ça, effectivement, qui parviennent à développer des solutions durables, vraiment résistantes en extérieur. Donc, nous, on est toujours en veille là-dessus et effectivement, quand on rencontre des prestataires qui sont capables de faire ça, voilà, on les interroge assez systématiquement. Donc, il y a toute la dimension de valorisation du patrimoine à proprement parler, puis après la question de la médiation, de l'innovation de ce type de patrimoine, en effet, qui répond à des contraintes particulières. Tu continues, Valérie, ou bien tu as fini? J'ai terminé. Je ne sais pas si j'ai apporté des réponses très convaincantes sur le dernier point. Juste
Juste pour t'appuyer à ce que tu disais par rapport à rapporter l'innovation sur le pays, le continent, on était même en discussion avant ça et on est en train de voir avec des acteurs différents des institutions gouvernementales et publiques de comment travailler à travers nos réseaux, à travers nos expertises, comment ramener tout cet aspect-là innovatrice, éducatif dans tout ce qui est musée avec des acteurs comme des artistes et autres. Donc, c'est un projet en cours et bien sûr que les acteurs du musée y feront partie aussi. Donc, juste pour appuyer sur ce que tu disais, Valérie. Allô? Oui, excusez Rugamba. Oui, s'il te plaît. Oui, vous nous parlerez un peu de votre projet. Est-ce que ça a un volet qui peut atteindre ces sites culturels et naturels dont nous parlions tout à l'heure? Oui, c'est ça l'idée. Au fait, l'idée est de, qui est même, c'est une des raisons pour laquelle on a eu cette discussion, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur des acteurs comme CMN et d'autres aussi qui sont dans notre réseau, nos partenaires, pour pouvoir contextualiser notre situation, notre demande, nos propres solutions, parce que ce qui se passe en France n'est pas obligatoirement ce qui doit marcher pour le Rwanda. Donc, l'idée est de, d'ici janvier, avoir des solutions qu'on peut déjà commencer à travailler dessus. Avec, bien sûr, vous, les musées et autres acteurs de l'industrie. Je ne sais pas si c'est clair un peu. C'est intéressant comme projet. Nous attendons beaucoup de ce projet. Merci beaucoup. Oui. Il y a une autre question dans la salle? Je ne crois pas. Je crois qu'on a, en tout cas, plus dans le fil. Écoute, Valérie, tu dois être fatiguée. Tu étais dans la réunion toute la journée et tout le monde venait du bureau. C'est sûr que vous êtes tous fatigués. Mais avant qu'on termine la session, on n'a pas parlé sur le rôle des acteurs et des artistes, acteurs culturels, opérateurs culturels dans cette promotion, dans ce développement et des monuments et des musées. Est-ce que tu peux parler juste vite fait, 2-3 mots de ton expérience et l'expérience du CMN par rapport à ces deux acteurs dans le développement des monuments et des musées, s'il te plaît? Donc, le rôle joué par les artistes, c'est ça, si je comprends bien? Les artistes et les opérateurs culturels. Ah oui, bah alors ils sont évidemment au cœur de la politique de diffusion culturelle et d'animation des monuments. Je disais tout à l'heure, c'est très, très important parce que les monuments, le champ patrimonial, pour certains, peut avoir une dimension un peu, je dirais, passéiste. Et voilà, on a conscience qu'il faut changer cette image et que pour donner envie d'entrer dans les monuments, au-delà de ceux qui sont amoureux des monuments, qui y vont, il faut aller chercher d'autres publics. Et donc, pour aller chercher d'autres publics qui seraient peut-être a priori pas intéressés, voire réfractaires, eh ben, on essaye aussi de créer des occasions pour leur donner envie d'entrer dans les monuments. Et donc, cette politique, la politique culturelle menée par le CMN, elle procède de cet objectif, c'est-à-dire quand on accueille un artiste qui va proposer une création d'art contemporain, qu'on accueille un concert, qu'on accueille un circassien ou une compagnie de danse dans un monument, eh bien, c'est une manière de faire entrer des publics dans ce monument qui vont d'abord venir voir cette création d'art contemporain ou cette proposition culturelle, et puis à cette occasion, qui vont redécouvrir
ou découvrir le monument. Donc pour nous, c'est un vecteur de développement des publics. Et puis évidemment, au-delà, faire intervenir un artiste ou un acteur culturel partenaire dans un monument, eh bien, c'est une manière de renouveler le regard sur le monument, qui est très intéressant, y compris pour ceux qui gèrent le monument. C'est-à-dire, quand un artiste investit un lieu, on ne va pas lui demander, au CMN en tout cas, de poser là quelque chose qu'il aurait fait ailleurs. C'est-à-dire les artistes, quand ils sont invités, c'est toujours dans une logique de carte blanche. Enfin, pour ce qui est des plasticiens notamment, c'est de penser une création à partir de l'environnement même du monument, c'est-à-dire de travailler à partir du monument comme source d'inspiration, de travailler avec les spécificités et les contraintes aussi du monument, architectural, spatial, patrimonial, géographique. Et donc, voilà, de créer une œuvre à part entière en résonance avec le monument et son contexte. Donc, c'est ça qui donne la force aussi de cette politique culturelle, c'est que voilà, elle n'est pas opportuniste, elle est pensée toujours voilà, en écho avec le monument. Et donc, c'est un regard contemporain qui se pose sur le monument. Voilà. Alors parfois ça marche très bien, parfois ça marche moins bien, mais il faut assumer justement aussi le risque associé à la création artistique. Voilà, c'est toujours une aventure parce que c'est vrai que les monuments ne sont pas des galeries, ne sont pas des musées, et donc les conditions pour accueillir une œuvre, a fortiori accueillir un spectacle, ne sont pas a priori réunies. Parfois, on est dans des monuments qui sont extrêmement austères, il y a des murs de pierre, et puis c'est tout. Et donc, il faut aménager l'espace, trouver les configurations techniques pour que, en particulier le spectacle vivant, puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et donc, chaque fois, ça nécessite d'impliquer très fortement les équipes des monuments. Et donc, il faut aussi qu'elles comprennent pourquoi on accueille tel artiste sur tel propos artistique, qu'est-ce que ça veut dire dans le monument, en quoi ça enrichit leur propre perception du lieu. Et de leur travail, en fait, dans le monument. Donc, il y a toute cette démarche, là encore, d'adhésion pour que le projet soit une réussite. Donc, oui, les artistes et tous les partenaires culturels avec lesquels nous travaillons, galeries, autres coproducteurs artistiques, institutions comme l'Institut français, dès lors qu'on travaille à l'international, sont partie prenante de manière permanente de cette politique culturelle qui est effectivement essentielle pour toutes les raisons que j'ai évoquées. En tout cas, merci beaucoup Valérie. Et juste pour ajouter à ce que tu disais, ces monuments ont besoin du contenu et ce contenu vient la plupart du temps de ces acteurs-là, de ces artistes-là, qui leur plein temps, leur projet, leur travail est dans la création en plein temps. Et c'est eux, en fait, qui devraient faire tourner ces monuments et le faire, l'enrichir et ramener du monde dans ces monuments et ces musées-là. Donc, du coup, s'il n'y a pas beaucoup de... Ils y contribuent. Pas eux tout seuls, mais ils y contribuent, effectivement. Bien sûr, oui. Donc, du coup, ici, il fait tard au Rwanda et tout le monde était debout depuis longtemps. Ça a été une discussion très, 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 très importante. Et c'est sûr qu'il y a tellement de questions encore. Mais s'il n'y a pas des questions brûlantes, si je peux dire, je pense qu'on va vous laisser vous reposer. Est-ce qu'il y a des questions dans la maison, dans la salle? Non, non, ça va. On est satisfait. Donc, merci beaucoup. Donc, on remercie beaucoup le musée, on remercie beaucoup l'Institut français et l'ambassade de France qui ont été nos partenaires sur ce projet et qui nous ramènent, ça fait maintenant carrément une semaine qu'on bosse avec ces acteurs, ces experts sur des sujets, des thématiques complexes et différentes dans le secteur du culture et de l'industrie culturelle et créative. Donc, on vous remercie Valérie, on vous remercie
CMN pour votre temps et à très bientôt. On reste en contact, on reste dans la création. Et voilà, donc merci à tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup, merci encore Raoul pour ton invitation et merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, on reste en contact. Avec plaisir. Et avec le projet. Merci beaucoup de votre intérêt. Absolument. J'espère alors. Merci beaucoup, mais malheureusement, vous ne nous avez pas partagé les contacts comme email et quoi. Alors oui, Raoul a mon mail. Moi, j'ai pas le vôtre, donc peut-être c'est Raoul qui pourra vous envoyer. Ok, il sera notre coordinateur. Il va nous mettre en contact avec vous. Merci beaucoup. Très bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Ok, bon week-end. Bon week-end. Au revoir.